La nuit est un voile, une frontière ténue entre le réel et l'inexplicable. Quand le monde s'endort, d'autres choses s'éveillent. Des murmures dans l'obscurité, des ombres qui se déplacent à la lisière du connu. Et parfois, une anomalie, un détail qui défie toute logique. Une silhouette dans un couloir désert, une voix venue d'ailleurs, un regard rougeoyant dans les bois. Il existe des histoires que l'on préfère oublier, des récits que l'on qualifie d'hallucinations, d'inventions, de cauchemars éveillés. Pourtant, elles persistent, elles traversent les époques, refont surface au détour d'un témoignage, d'un dossier classé, d'une photo troublante, des indices épars d'une réalité plus vaste, plus sombre. Ce soir, nous allons explorer 5 de ces histoires, 5 fragments d'un monde que nous ne comprenons pas totalement. Et si l'histoire telle que nous la connaissons n'était qu'une façade? Existe-t-il des civilisations oubliées, dissimulées sous nos pieds, défiant tout ce que nous pensions savoir? Que s'est-il réellement passé dans les profondeurs des forêts du Michigan en 1868? Nous plongerons ensuite au cœur d'une affaire de possession terrifiante où la raison n'avait plus sa place. Puis nous suivrons les traces d'une créature surgie des ténèbres entre légende et réalité. Enfin, nous conclurons ce périple avec le récit glaçant d'un agent de police qui a vu l'inexplicable et en est ressorti changé à jamais. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, mais gardez un œil sur l'obscurité autour de vous, car parfois, elle vous regarde aussi. Adeptes de l'étrange, bienvenue dans la crypte. Il est des théories qui, bien que reléguées aux marges de la science officielle, trouvent un écho étrange dans les récits anciens, les mythes et certaines observations modernes. Parmi elles, celle des crypto-civilisations, un concept fascinant qui suggère que des formes de vie intelligentes, qu'elles soient extraterrestres ou issues d'une civilisation préhumaine disparue, se cachent sous la surface de la Terre, dans d'immenses cavités souterraines, loin du regard des hommes. Cette hypothèse, que l'on pourrait croire tout droit sortie d'un roman de science-fiction, est pourtant soutenue par un faisceau d'indices issus de l'archéologie alternative et des recherches de figures controversées comme Graham Hancock. Ce dernier, connu pour ses théories sur l'existence de civilisations avancées antédiluviennes, postule que l'histoire que nous connaissons n'est qu'un fragment de la vérité, un récit tronqué où certaines pièces essentielles ont été volontairement ou accidentellement oubliées. Si Hancock s'appuie principalement sur des structures mégalithiques et des anomalies archéologiques pour interroger le passé, d'autres chercheurs et passionnés poussent la réflexion plus loin. Et si une civilisation, qu'elle soit terrestre ou d'origine inconnue, avait choisi les entrailles de la Terre comme sanctuaire? Les légendes de nombreuses cultures font écho à cette idée. Les mythes des Hopis parlent du peuple fourmi, des êtres intelligents vivant sous terre, qui auraient abrité les ancêtres de leur tribu lors de cataclysmes anciens. Dans les textes hindous, la cité souterraine d'Agartha est censée abriter des entités avancées, tandis que dans la mythologie nordique, Svartalfheim était le royaume des elfes noirs, des créatures vivant dans les profondeurs de la terre. Mais au-delà des récits anciens, ce sont certaines observations modernes qui donnent du crédit à cette hypothèse. Depuis plusieurs décennies, des rapports, souvent qualifiés d'anecdotiques, font état d'objets volants non identifiés disparaissant brusquement dans des montagnes, des failles tectoniques ou, plus troublant encore,
des volcans actifs. Si l'idée d'un vaisseau extraterrestre entrant dans le cratère d'un volcan peut sembler absurde au premier abord, plusieurs témoignages troublants viennent pourtant étayer cette possibilité. L'un des cas les plus connus est celui du volcan Popocatépetl, au Mexique. Depuis les années 1990, des enregistrements vidéo montrent des objets lumineux plongeant à une vitesse vertigineuse dans le cratère du volcan, ignorant les températures extrêmes et la toxicité des gaz. À plusieurs reprises, ces phénomènes ont été capturés par des caméras de surveillance installées pour observer l'activité volcanique. Pourquoi ces objets semblent-ils s'intéresser aux volcans ? Certains ufologues avancent l'idée que ces phénomènes indiqueraient l'existence de bases souterraines dissimulées sous les volcans, des points d'accès vers un réseau souterrain encore inconnu. Mais ces objets ne semblent pas se limiter aux entrailles des montagnes enflammées. Certains témoignages relatent des observations similaires dans les profondeurs abyssales des océans, où d'étranges lumières et formes indéfinissables auraient été aperçues rôdant près des fosses marines les plus inaccessibles. Les volcans sous-marins, en perpétuelle éruption dans un silence insondable, pourraient être d'autres portes vers un monde soustrait à notre compréhension, où ces entités se déplaceraient en toute impunité, loin du regard des hommes. L'un des exemples les plus troublants est celui de l'anomalie de la mer Baltique, découverte en 2011 par l'équipe de recherche Ocean X. Cette formation, reposant à environ 85 mètres de profondeur, possède une structure inexplicablement symétrique, évoquant une immense soucoupe encastrée dans le fond marin. Sa surface, décrite comme anormalement lisse et présentant des stries rappelant une piste d'atterrissage, défie toute explication géologique classique. Les analyses menées sur place ont relevé des niveaux anormaux de radioactivité et des interférences électromagnétiques perturbant les instruments électroniques des plongeurs et des navires d'exploration. Certaines théories avancent qu'il pourrait s'agir des vestiges d'un vaisseau échoué, tandis que d'autres y voient une structure artificielle d'origine inconnue. Cette découverte alimente l'hypothèse selon laquelle des civilisations disparues ou des entités non humaines pourraient avoir élu domicile dans les profondeurs abyssales, exploitant ces lieux inaccessibles pour se cacher du reste du monde. Et puis, il y a les témoignages directs, ceux de personnes qui affirment avoir vu de leurs propres yeux ces objets descendre dans la gueule béante de la Terre. Certains récits, difficilement explicables par la science traditionnelle, suggèrent que ces phénomènes ne sont pas de simples illusions. Le 25 octobre 2012, aux alentours de 20h45, les caméras de surveillance de Televisa, chaîne de télévision mexicaine, capturent une scène intrigante. Un objet lumineux de forme cylindrique semble plonger délibérément dans le cratère du volcan Popocatépetl, au Mexique. Les images montrent une descente rapide, suggérant une taille imposante pour l'objet en question. Les experts estiment sa longueur à près d'1 kilomètre, avec un diamètre avoisinant les 200 mètres. Aucune perturbation sismique n'est relevée lors de l'incident et les autorités scientifiques peinent à fournir une explication satisfaisante. Certains avancent l'hypothèse d'un météore, tandis que d'autres évoquent une illusion d'optique due à la perspective. Néanmoins, l'absence de preuves tangibles laisse planer le doute. Le 30 mai 2013, à 20h30, un phénomène similaire est enregistré. Cette fois-ci, la vidéo montre un objet lumineux approchant du volcan, ralentissant, puis pénétrant apparemment dans le cratère. Les sceptiques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un hélicoptère ou d'un drone, mais l'absence de bruit et la trajectoire inhabituelle de l'objet alimentent les spéculations. Les ufologues y voient une preuve supplémentaire d'une activité extraterrestre liée au Popocatépetl. Plus récemment, le 7 avril 2023,
un Américain affirme avoir observé un ovni près du volcan Fuego au Guatemala, décrivant une lumière intense et des mouvements défiant les lois de la physique. Bien que ce témoignage soit isolé et difficile à vérifier, il s'ajoute à une longue série d'observations similaires autour des volcans d'Amérique latine, renforçant l'aura de mystère qui entoure ces montagnes enflammées. Pourquoi ces objets semblent-ils s'intéresser aux volcans? Leur nature suggère une technologie avancée, capable de résister à des conditions létales pour toute machine humaine. Et si ces environnements, d'une chaleur et d'une pression inimaginables, étaient en réalité des habitats idéaux pour une forme de vie non humaine? Une espèce évoluée, adaptée aux extrêmes, pourrait y prospérer, se cachant dans les profondeurs abyssales du manteau terrestre, loin des regards indiscrets de la surface. Peut-être même que ces entités sont là depuis bien plus longtemps que l'homme, observant en silence l'ascension et la chute des civilisations humaines. Et si elles restaient là bien après notre disparition, dans un cycle immuable que nous ne pouvons qu'effleurer? Une question plus troublante encore se pose. Le bouleversement climatique actuel pourrait-il n'être qu'un effet secondaire d'une terraformation en cours, un lent remodelage de notre planète selon des besoins qui ne sont pas les nôtres? En 1868, au cœur des forêts denses à l'est de Ludington, dans le Michigan, la petite Katie Flynn, âgée de 3 ans, disparut mystérieusement, laissant sa famille et la communauté en proie à une angoisse profonde. Ce qui commença comme une journée ordinaire se transforma en un véritable cauchemar. Le 16 juillet 1868, le Niles Republican rapporta une histoire étrange, initialement publiée par le Ludington Record, relatant qu'une fillette avait été enlevée par un ours noir. Ce jour-là, Henry Flynn, le père de Katie, l'avait emmenée à cheval à environ 200 mètres de leur domicile. La déposant au sol, il lui demanda de rentrer seul. À son retour, ne la trouvant pas, il découvrit des empreintes d'un grand ours près de l'endroit où il l'avait laissée. Immédiatement, une recherche effrénée débuta, impliquant des voisins et 2 hommes en quête de terre. 36 heures plus tard, les 2 hommes traversaient une zone marécageuse à la végétation dense lorsqu'ils entendirent une voix enfantine. Depuis des heures, ils progressaient difficilement à travers un enchevêtrement de ronces et de troncs pourris, les pieds enfoncés dans une boue gluante qui menaçait à chaque pas de les engloutir. Les moustiques et les miasmes putrides rendaient l'air oppressant, chaque bruissement autour d'eux étant une menace potentielle. Leurs torches, vacillantes, projetaient des ombres difformes sur les arbres noueux. Alors qu'ils s'apprêtaient à rebrousser chemin, épuisés et désespérés, un son fragile perça l'obscurité. Une voix enfantine, presque irréelle. Ils appelèrent Katie par son nom et, à leur grande stupeur, elle leur répondit « L'ours ne veut pas me laisser partir ». Un frisson les parcourut alors qu'ils essayaient de localiser la source de la voix. Une agitation dans l'eau attira leur attention. L'enfant identifia le bruit comme étant celui de l'ours qui s'éloignait. Ils avancèrent avec précaution, découvrant Katie debout sur un tronc d'arbre partiellement submergé. Bien que légèrement égratignée et ses vêtements en lambeaux, elle était indemne, hormis des marques de dents sur son dos, suggérant que l'ours l'avait portée sans intention de lui nuire. Cette histoire captivante se répandit rapidement, alimentant les discussions et les spéculations. Dans son livre Missing 411 Eastern United States, David Paulides raconte l'histoire et sa fin troublante. Citant un article du Ludington Daily du 24 avril 1932, 64 ans après les faits, Paulides décrit la scène où Katie est rentrée chez elle. Interrogée sur sa disparition, Katie expliqua « Un grand chien est venu vers moi,
m'a prise dans ses bras et s'est éloignée avec moi. Concernant sa chaussure manquante, elle ajouta que le grand chien l'avait mangée. La petite raconte que l'ours ou la créature la posait de temps en temps pour se reposer et reniflait son visage. Ses sauveurs lui demandèrent si elle avait eu froid la nuit, et elle leur dit que le vieil ours se couchait à côté d'elle et l'entourait de ses bras, la serrait contre lui et la tenait au chaud, bien qu'elle n'aimait pas ses longs cheveux. On suppose qu'il s'agissait d'une ours qui, ayant perdu son petit, avait trouvé l'enfant et l'avait adopté. En 1961, le Ludington Daily News apporta une autre dimension à l'histoire. Katie aurait raconté qu'après le départ de son père, une grande chose noire était venue jouer avec elle, lui tendant une patte qu'elle saisit avant d'être emmenée. À la tombée de la nuit, la créature s'absenta un moment, revenant avec des pattes pleines de baies sauvages qu'elle partagea avec l'enfant. Ensuite, elle amassa des feuilles pour former un lit et se coucha près de Katie, la protégeant du froid nocturne. Cette version du récit évoque les légendes du Bigfoot, une créature mythique dont l'existence est relatée à travers de nombreuses cultures autochtones nord-américaines. Décrit comme un être massif, bipède, à la fourrure sombre et aux capacités quasi surnaturelles à se dérober aux hommes, le Bigfoot est souvent perçu comme un gardien des forêts, une entité plus ancienne que l'homme lui-même. Certains chercheurs indépendants avancent l'hypothèse que ces créatures possèdent une intelligence insoupçonnée, vivant en marge de la civilisation humaine depuis des millénaires. Leur discrétion extrême expliquerait pourquoi, malgré les témoignages récurrents, aucune preuve formelle n'a pu être apportée. Ce témoignage résonne également avec les récits locaux entourant le Dogman du Michigan, une créature légendaire décrite comme un hybride entre l'homme et le loup, observé depuis des siècles dans les vastes forêts de l'État. Certains chasseurs et trappeurs affirment avoir aperçu des silhouettes massives aux yeux luminescents, rôdant à la lisière des clairières. D'autres parlent d'une présence tapie dans l'obscurité, une force primitive et silencieuse, témoin de l'évolution humaine bien avant que l'homme ne pose le pied sur ces terres sauvages. Et si la créature qui avait pris Katie sous son aile n'était pas un simple ours, mais l'un de ces êtres fuyant la lumière, veillant sur les égarés avant de disparaître à nouveau dans les ombres? Cette affaire soulève des questions perturbantes. Qu'est-ce qui a réellement emmené Katie ce jour-là? Un ours peut-il faire preuve d'une telle bienveillance, nourrissant et réchauffant une enfant perdue? Pourquoi Katie décrivit-elle la créature comme une grande chose noire plutôt que comme un ours? Cette histoire suggère-t-elle l'existence d'entités inconnues rôdant à la lisière de notre réalité, échappant à notre compréhension? Le mystère de la disparition de Katie Flynn demeure une énigme, rappelant que notre monde recèle des secrets mystérieux, tapissant les ombres de nos certitudes. Madrid, 1990. La ville vibrait encore au rythme de la Movida, ce mouvement culturel débridé qui avait marqué la décennie précédente. Mais dans les quartiers populaires comme Vallecas, la réalité était bien différente. Ici, les immeubles de béton s'alignaient sous un ciel souvent gris. Les rues étaient animées par le tumulte des marchés improvisés et les éclats de voix résonnaient entre les façades vieillissantes. C'était un Madrid à la fois vibrant et rude, où traditions et croyances se mêlaient au quotidien, où l'ombre de la crise économique pesait sur les familles modestes. C'est dans ce décor que vivait la famille Gutiérrez, qui allait bientôt être plongée dans l'une des affaires paranormales les plus troublantes de l'histoire espagnole. Tout commença par la mort du grand-père maternel. Sur son lit de mort, dans un souffle glaçant,
le vieil homme proféra une menace à peine voilée à l'égard de sa propre fille. « Je rendrai ta vie impossible, même après ma mort. » Peu de temps après, un événement en apparence anodin allait marquer le début du cauchemar. Estefania, la fille de la famille, était une adolescente de 15 ans, curieuse de l'occulte. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle partageait son temps entre les sorties avec ses amis, l'écoute des derniers tubes de pop espagnol sur son Walkman et les discussions interminables sur les bancs du lycée. Mais elle se distinguait par une fascination singulière pour le surnaturel. Attirée par les mystères de l'inconnu, elle dévorait les ouvrages sur l'ésotérisme, lisait des revues traitant de phénomènes inexpliqués et parcourait avec avidité les témoignages de ceux qui prétendaient avoir communiqué avec l'au-delà. Dans un Madrid où les croyances populaires et la superstition s'entremêlaient encore avec les vestiges d'une modernité balbutiante, son intérêt pour l'occulte était loin d'être anodin. C'était une quête, une manière d'explorer un monde parallèle, invisible aux yeux du commun des mortels. Un jour, avec des amis, Estefania décida d'organiser une séance de spiritisme depuis la cour son l'école, espérant entrer en contact avec le défunt petit ami de l'une d'entre elles, qui était décédée dans un accident de moto. À l'abri des regards, elles tracèrent les lettres et chiffres sur une planche de Ouija improvisée et se mirent à invoquer l'esprit à l'aide d'un verre retourné. Alors qu'elles posaient leurs mains sur le verre renversé servant de guide, un professeur les surprit et, furieux, déchira la planche et brisa le verre sur le sol. Le verre éclata en plusieurs morceaux, libérant une étrange fumée noire qui, sous les yeux terrifiés des jeunes filles, sembla s'insinuer dans les narines d'Estefania. Ce moment marqua le début d'une lente descente aux enfers. Ce n'était pas la première fois que la jeune femme participait à une séance de Ouija. En revanche, c'était la première fois qu'elle faisait face à un phénomène comme celui-ci. Dans les jours qui suivirent, la jeune fille commença à souffrir d'hallucinations. La nuit, elle se réveillait en hurlant, terrifiée par des ombres noires aux silhouettes effilées, dépourvues de visage, qui l'observaient depuis le seuil de sa chambre. Parfois, elle entendait des voix l'appeler par son nom, dans un murmure sourd, comme venu d'une réalité invisible, murmurant « Viens, viens à nous ». Les crises s'intensifièrent. Estefania se mit à parler d'une voix gutturale, proférant des menaces et des insultes dans des langues que sa famille ne comprenait pas. Elle convulsait, ses yeux roulant dans leurs orbites, ses membres se raidissant comme sous l'emprise d'une force invisible. Inquiets, ses parents l'amenèrent à plusieurs spécialistes, mais aucun médecin ne parvint à poser un diagnostic précis. Aucun trouble neurologique ne pouvait expliquer ces crises. Les traitements restaient inefficaces. D'hôpital en hôpital, personne n'arrivait à trouver une solution pour Estefania. Puis un jour, suite à une violente crise, elle entra à l'hôpital Gregorio Maranon et sombra dans le coma. Quelques heures plus tard, elle était déclarée morte. Les médecins attribuèrent son décès à un arrêt cardio-respiratoire inexpliqué. Mais la mort d'Estefania ne marqua pas la fin du cauchemar. Elle n'en était que le prélude. Dans les mois qui suivirent, la famille Gutiérrez commença à expérimenter des phénomènes terrifiants au sein de leur appartement. Des chuchotements émanaient des pièces vides, des ombres furtives traversaient les couloirs, des coups résonnaient contre les murs en pleine nuit. Parfois, des objets se mettaient à bouger seuls, des cadres tombaient sans raison apparente. Parfois, la température baissait soudainement dans certaines pièces. Les portes des chambres et des armoires s'ouvraient et se claquaient toutes seules. Un jour d'automne, des bruits encore plus forts que d'habitude se firent entendre. La famille choisit donc de se barricader dans le salon. Ils mirent le canapé devant la porte en le bloquant grâce à un lourd objet en marbre. Malheureusement, une sorte de vent envahit le couloir, ouvrant tout de même la porte.
Tous les objets du salon se mirent à voler, et un objet en particulier attira l'attention de la famille, une photo d'Estefania. Ce cliché de la jeune fille souriante avait été pris quelques mois avant sa mort. Phénomène étrange, la photo se mit à brûler toute seule et effaça le visage d'Estefania. La combustion s'arrêta quand le visage fut brûlé, laissant le cadre et le reste de la photo intacts. À partir de ce moment-là, la famille a commencé à voir les mêmes ombres que Estefania. Un soir, les deux jeunes sœurs de la jeune fille ont assisté à un phénomène étrange. Alors qu'elles étaient dans leur lit superposé, elles ont vu une ombre avec la tête toute noire, sans yeux et sans bouche, qui rampait sur le sol. Elles se mirent à crier et toutes les poupées de leur chambre commencèrent à être projetées contre le mur. Devant sa famille totalement terrifiée, M. Gutiérrez prit la décision d'appeler la police pour les informer que sa maison était vraisemblablement hantée. Quand une patrouille arriva sur place dans la nuit du 27 novembre 1992, toute la famille les attendait sur le trottoir malgré le froid de l'automne. Les agents furent eux-mêmes témoins de phénomènes inexplicables. Des bruits sourds se firent entendre, des objets tombèrent des étagères sous leurs yeux, et une ombre comme celle de la chambre des enfants apparut sur une petite table. Dans son rapport officiel, l'inspecteur José Pedro Negri mentionna ces faits sans explication rationnelle, faisant de l'affaire Vallecas l'une des rares histoires paranormales officiellement documentées par les forces de l'ordre en Espagne. La famille déménagea peu après, abandonnant l'appartement à son malheur. Mais le mystère subsiste. Était-ce l'esprit d'Estefania, condamné à errer dans l'entre-deux-mondes, une entité malveillante, libérée lors de la séance de spiritisme, ou simplement une tragédie amplifiée par la peur et la suggestion collective? En 2017, cette histoire vraie a inspiré le film Véronica de Paco Plaza. L'affaire Vallecas demeure une énigme glaçante, un rappel que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées. La chaleur de l'été étouffait les rues de Defiance, une petite ville nichée au nord-ouest de l'Ohio, traversée par la rivière Maumee. Autrefois bastion stratégique durant la guerre de 1812, Defiance s'était transformée en une communauté paisible, où chacun connaissait son voisin et où la vie semblait s'écouler sans heurts. Les rues bordées de bâtiments de briques rouges et les vastes terrains boisés conféraient à la ville une atmosphère typiquement américaine, figée dans un temps révolu. Pourtant, en cet été 1972, quelque chose d'inexplicable allait troubler cette routine paisible, quelque chose d'inhabituel et de terrifiant. Le premier incident eut lieu dans la nuit du 25 juillet. Ted Davis, un ouvrier ferroviaire, travaillait tard sur les voies de la Norfolk and Western Railroad, près de la 5e rue et de la ligne de chemin de fer qui serpentait à travers la ville. Alors qu'il inspectait les rails à la lueur de sa lampe, un mouvement attira son attention. Une ombre se détacha du paysage nocturne. Une créature bipède, recouverte d'une épaisse fourrure sombre, s'avança vers lui. Mesurant entre 1,80 m et 2,40 m, elle était massive, voûtée, et tenait entre ses mains une lourde planche de bois. Avant que Davis ne puisse réagir, la créature l'attaqua, lui assénant un violent coup à l'épaule avant de disparaître dans les bois adjacents. Choqué et blessé, Davis alerta immédiatement les autorités, décrivant un être mi-homme, mi-loup, dont les yeux luisaient dans la nuit. Quelques jours plus tard, Ted était de retour au travail, accompagné de son collègue Tom Jones. Le 30 juillet, ils ont tous deux été témoins du retour de cette créature. Ils l'ont vue à bonne distance, rôdant dans les buissons. La créature, ressemblant à un loup-garou, s'est enfuie,
Les hommes ont décidé de porter plainte auprès de la police dans l'espoir que des avertissements concernant cette créature potentiellement dangereuse se répandraient. La police, malgré l'étrangeté de ces événements, a accepté d'ouvrir une enquête. La police prit leur témoignage au sérieux, bien que sceptique. Mais leur incrédulité ne dura pas. La nuit suivante, un second ouvrier fut attaqué sur le même tronçon ferroviaire. Comme Davis, il rapporta avoir été agressé par une créature bipède recouverte de fourrure, brandissant une planche de bois. La peur commença à s'insinuer parmi les habitants et les signalements se multiplièrent. Le chef Donald Breckler déclara aux médias « Nous ne savons pas quoi penser. Nous n'avons pas communiqué l'information aux médias lorsque nous avons reçu le premier rapport il y a environ une semaine. Mais maintenant, nous prenons la situation au sérieux et nous sommes préoccupés par la sécurité de la population. » Les jours suivants, un conducteur rapporta avoir vu un être semblable traverser la route devant son véhicule avant de disparaître dans un fourré. C'était un employé d'une épicerie qui rentrait chez lui après un service tardif et qui déclara avoir vu une créature ressemblant à un grand chien noir, d'une taille incroyable. Plusieurs autres habitants de Défiance affirmèrent avoir perçu des bruits anormaux dans la nuit, certains allant jusqu'à prêter à la créature des grognements gutturaux, semblables à ceux d'une bête traquée. Les forces de l'ordre, dirigées par le chef de la police Donald Breckler, organisèrent des patrouilles et fouillèrent la zone où les attaques avaient eu lieu. Malgré une surveillance accrue et plusieurs descentes dans les bois, aucune trace tangible de la créature ne fut retrouvée. Aucun suspect, aucune empreinte, aucun indice. Le mystère s'épaississait. Une panique commença à gagner la ville et plusieurs journaux, dont The Toledo Blade et le Defiance Crescent News, couvrirent ces étranges observations. En général, il fut convenu que la créature ressemblait à un loup-garou et mesurait au moins 1,80 m. Elle était humanoïde d'une certaine manière. Certains rapports affirmaient que la créature portait un jean. Le monstre fut également décrit comme étant bipède, mais sévèrement voûté. Les journaux rapportèrent, ce qui est assez intéressant, qu'aucun des événements ne s'était produit pendant une pleine lune. Plusieurs signalements de loups-garous se sont multipliés, et pendant quelques semaines, tout le monde était en état d'alerte maximale. Mais ensuite, les signalements ont commencé à diminuer et le loup-garou de Défiance n'a plus été revu après l'été 1972. Les événements de Défiance cessèrent aussi brutalement qu'ils avaient commencé et aucun autre incident ne fut signalé après la fin de l'été. Mais l'affaire du Dogman de Défiance entra dans la légende. De nombreux chercheurs en cryptozoologie s'intéressèrent à ces étranges apparitions, les reliant à d'autres signalements de créatures similaires à travers les États-Unis. Certains avancèrent l'hypothèse d'un grand canular, orchestré par un individu masqué, cherchant à effrayer les habitants. D'autres, plus audacieux, évoquèrent la possibilité d'une entité surnaturelle, une créature qui existerait à la frontière de notre réalité et qui ne se manifesterait que sous certaines conditions. Une bête tapie dans les ombres, observant d'un regard brillant ceux qui osaient s'aventurer trop près de son territoire. Aujourd'hui encore, Défiance garde les stigmates de cette affaire inexpliquée. Les plus sceptiques n'y voient qu'une vieille histoire exagérée par la peur et l'imaginaire collectif. Mais d'autres, lorsqu'ils marchent la nuit le long des rails silencieux, ne peuvent s'empêcher de ressentir un frisson. Comme si, caché quelque part dans l'obscurité, une chose ancienne et patiente attendait son heure pour réapparaître. L'agent Ken Storch avait vu bien des choses en 31 ans de carrière. Des cambriolages, des agressions, des situations tendues où l'instinct pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mais cette nuit-là, dans les montagnes du Colorado,
il s'apprêtait à affronter quelque chose qui dépassait tout ce qu'il avait connu. L'appel de la centrale avait retenti dans la radio, brisant le silence pesant de la nuit. 14 375. Appel d'urgence. 2 jeunes femmes en détresse. Problème inconnu. Il était presque 22 heures et l'agent Storch savait qu'il serait seul pour gérer la situation. High One Hills était un endroit reculé, niché au cœur des montagnes du Colorado, où les routes sinueuses disparaissaient sous une épaisse canopée de pins et où les nuits étaient si sombres qu'on pouvait croire à l'absence totale de civilisation. Les renforts mettraient plus d'1 heure à arriver. S'il y avait un problème sérieux, il serait seul contre l'inconnu. En approchant de la maison, l'obscurité semblait avaler la route sinueuse. Il n'y avait pas de lampadaire, seulement la lumière blafarde des phares découpant des ombres mouvantes entre les arbres. Une sensation étrange s'insinua en lui, une certitude instinctive qu'il n'était pas seul. Il avait l'impression que quelque chose l'observait. Lorsqu'il arriva à l'adresse indiquée, 2 adolescentes surgirent d'une maison isolée en courant, vêtues seulement de leurs pyjamas, les yeux écarquillés par la peur. Elles parlaient vite, trop vite, leurs phrases s'entremêlant dans un chaos de terreur. Elles étaient seules ce soir-là, en raison de l'absence de leurs parents, en déplacement à Denver. Elles expliquèrent, terrifiées à l'agent Storch, qu'elles avaient entendu un grognement profond et guttural provenant de l'étage de la maison et qu'elles avaient vu une grande créature poilue, aux yeux rouges incandescents. D'abord, l'agent Storch pensa à une mauvaise blague, peut-être un copain caché qui cherchait à leur faire peur. Mais l'intensité dans leur voix et la panique réelle qu'il lisait sur leur visage le firent hésiter. Il leur ordonna de rester dans la voiture et verrouilla les portières avant de s'enfoncer dans la maison. À l'intérieur, un silence pesant l'accueillit. Il progressa prudemment, lampe torche braquée devant lui, inspectant chaque recoin, cherchant un intrus. Le salon était désert, les meubles immobiles sous une fine couche de poussière. Il ouvrit les grands placards du hall d'entrée, mais ceux-ci étaient vides. Dans la cuisine, une chaise renversée et une assiette brisée au sol témoignaient d'une agitation récente. L'évier était sec, mais une légère odeur de terre humide flottait dans l'air. Il vérifia les fenêtres et la porte arrière, et elles étaient toutes fermées. Pas d'effraction visible, mais un détail le troubla. Un filet d'air froid s'infiltrait sous la porte menant à l'étage, comme si quelque chose l'attendait là-haut. L'agent Storch prit la décision de suivre cette piste. Une fois à l'étage, lorsqu'il ouvrit la porte d'une des chambres, il s'arrêta net. L'endroit ressemblait à une scène de carnage. Les oreillers éventrés répandaient leur rembourrage, comme des entrailles déchiquetées. Le matelas du lit était lacéré, strié de griffures profondes. Une fenêtre brisée laissait entrer un vent glacial, faisant volter les rideaux en lambeaux. L'air chargé d'humidité s'engouffrait dans la chambre, comme un écho silencieux du chaos qui s'était déroulé ici. Et il y avait cette odeur, une puanteur âcre, animale, qui lui souleva l'estomac. C'est alors qu'il l'entendit, une respiration lourde et animale. Quelque chose était là, caché dans l'ombre. Il se retourna brusquement, mais il était trop tard. Une silhouette massive se fondit dans l'obscurité et bondit rapidement à l'extérieur, à travers la fenêtre brisée, avant qu'il puisse la voir distinctement. L'agent Storch se précipita à sa poursuite. Dehors, la neige recouvrait le sol en une fine couche immaculée, marquée par d'étranges empreintes. Des pas, distants d'1 mètre les uns des autres, comme si cette chose se déplaçait de façon bipède. Impossible. Il évalua mentalement la taille nécessaire pour un tel espacement entre les empreintes. La chose devait faire plus de 2 mètres de haut. C'était énorme. Soudain, un craquement retentit dans les bois. Des branches brisées. Storch s'arrêta net. Le bruit s'arrêta aussi. Quelque chose imitait ses mouvements. Il avança de quelques pas. Le bruit reprit à l'identique. La chose le suivait.
La créature semblait imiter ses mouvements, comme dans une danse macabre. Il pointa sa lampe vers l'obscurité, éclairant des arbres décharnés, et aperçut une ombre fuyante entre eux. Puis, il les vit. 2 points rouges, lumineux, flottant dans le néant. Des yeux inhumains. Une terreur glaciale lui enserra la poitrine. Il connaissait la région par cœur et comprit immédiatement ce qui était en train de se passer. La créature l'attirait, l'éloignait de la maison, le conduisait dans la clairière d'Elk Meadows. C'était un piège. Un frisson le traversa. Personne ne savait où il était, pas même les filles restées dans la voiture. Si quelque chose lui arrivait, personne ne le retrouverait. Il recula lentement, scrutant toujours ce regard perçant sur lui. Son instinct hurlait de fuir, de ne pas se laisser prendre au jeu. Il tourna les talons et courut jusqu'à sa voiture de patrouille, où il trouva les adolescentes toujours tétanisées. Il démarra en trombe, les emmenant chez des proches, afin de les mettre en sécurité. Le lendemain matin, il retourna sur les lieux avec un collègue au lever du jour. La lumière révéla ce que la nuit avait dissimulé. Des griffures sur le revêtement extérieur de la maison. Des marques profondes, trop hautes pour être celles d'un animal ordinaire. Pouvait-il s'agir d'un ours? Impossible. Les empreintes n'étaient pas celles d'un quadrupède. Il se sentit envahi d'un frisson étrange, comme si quelque chose, quelque part, continuait de l'observer. C'est alors qu'il l'entendit, un grognement lourd et guttural, le même que celui qu'il avait entendu dans la nuit lors de sa chasse nocturne. Cette chose était là, quelque part, en train de l'observer et en pleine journée. Il n'avait jamais vu la créature clairement, mais il l'avait entendue. Il avait senti sa présence oppressante. Depuis ce jour, Ken Storch sait une chose. Il ne peut pas expliquer ce qu'il a rencontré cette nuit-là, mais il sait, au fond de lui, que la bête rôde toujours.